Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Bernard Basillon, je suis associé chez KPMG en charge de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous sommes ravis en fait de vous retrouver déjà aussi nombreux pour ce matin autour de ce webinaire que nous co-présentons avec l'UNEA et France Active. Ce webinaire s'intitule, comme vous le savez, Entreprise adaptée, le modèle économique inclusif de demain. Et à travers donc une actualité qui est très riche, que vous connaissez, mais que nous allons expliciter, pour le secteur des entreprises adaptées, mais plus largement pour le secteur de l'inclusion, nous avons souhaité donner quelques clés de lecture pour définir les modèles économiques des entreprises de demain. Beaucoup d'ambition dans ce webinaire, c'est important. Donc, M. Cyril Guessot, président de l'UNEA, et M. Luc de Gardel, président de la Fédération des entreprises d'insertion, que nous remercions déjà chaleureusement, puisque ça va être nos premiers intervenants, et je vous remercie beaucoup de débuter, introduiront cette présentation en nous livrant à la fois leur vision de la transformation des modèles économiques, mais vous démontreront aussi que la coopération est un accélérateur de développement. Dans un second temps, M. Sébastien Dirand, directeur général du projet Résilience, partagera son retour d'expérience et vous expliquera en quoi la crise sanitaire a été un accélérateur de transformation de son modèle d'entreprise, économique d'entreprise. Nous nous attarderons ensuite sur l'expérience de la co-création et la mise en place finalement des consortiums nationaux. Et nous donnerons pour cela la parole à Céline Fiorina, directrice des opérations de l'UNEA, et à Nicolas Baudouin, associé de KPMG, expert du secteur de l'handicap. Enfin, l'accompagnement de la croissance inclusive nécessite bien évidemment des moyens financiers. Monsieur Denis de Menton, directeur général de France Active, que nous remercions à cette occasion, témoignera de cet accompagnement spécifique. Nous verrons ensuite que les dispositifs d'inclusion peuvent aussi concerner d'autres secteurs d'activité, et c'est avec messieurs Jean-Marc Richard, président de la Fondation Amipi, et Eric Sodenki, directeur général de cette même Fondation Amipi, que nous recueillerons leurs témoignages à ce sujet, et ils nous feront part aussi de leur expérience du secteur de l'industrie automobile. Enfin, nous aurons l'honneur de conclure ce webinaire par la présence de Thibaut Guilly, qui est haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Son propos sera centré sur la stratégie d'achat inclusif pour une croissance inclusive. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous poser donc vos questions par chat, comme d'habitude, tout au long de ce webinaire, et nous ferons passer vos questions aux intervenants pour qu'ils puissent vous répondre dans les prochains jours, dans les jours qui viennent. Donc, nous vous souhaitons à tous et à tous un très bon webinaire qui se finira à 10 heures précises. Voilà, donc je laisse dans un premier temps la parole aux présidents, messieurs les présidents de l'UNEA et de la FEI. À vous la parole. Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, chers entrepreneurs sociaux, chers dirigeants, chers partenaires, et bien sûr à vous tous, acteurs de l'économie et acteurs de cette formidable société inclusive. Avant de laisser la parole d'introduction à mon cher ami Luc de Gardel, je voudrais en liminaire vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, des vœux de conquête, des vœux d'entrepreneuriat et d'investissement inclusif. Alors, vous le verrez, cet adjectif inclusif partout, tout au long de ce webinaire, dont je remercie le grand initiateur Bernard Basillon, Nicolas Baudouin, Charlotte Percot, pour avoir mis en œuvre au titre de KPMG un webinaire qui se veut d'expertise technique et de partage des bonnes pratiques inclusives et de changement d'échelle des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion, c'est-à-dire des entreprises sociales inclusives. Alors, je le disais, inclusif, adjectif, tout simplement, qui s'oppose à exclusif. Nous vivons dans un monde exclusif. Nous avons à allier les sujets écologiques, économiques, et on l'entend à l'oreille phonétiquement, ils ont toutes la même racine étymologique, éco, qui vient du grec oikos, qui signifie la maison. Et donc, que ça soit pour de très bonnes raisons économiques, c'est important de créer de la richesse et de pouvoir la partager. Pour de très bonnes raisons écologiques, vivre bien et vivre qualitativement, nous avons à habiter ce monde avec des entrepreneurs
qui essaye de créer les conditions d'un écosystème favorable à notre existence, tous ensemble, sans laisser personne au bord du chemin. Cher Luc, je te laisse quelques mots d'introduction pour accompagner ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pareillement, une très belle année d'envie, de projet, de passion et de création d'emplois pour nos personnes les plus fragiles que nous accompagnons, qui sont en situation de handicap ou de difficultés sociales. Je crois que c'est un peu ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui a toujours été un peu au cœur de nos entreprises et ce qui a toujours été un peu beaucoup au cœur de nos entreprises. Juste peut-être, je commençais par une anecdote. Je me suis souvenu hier soir en préparant un peu tout cela, où il y a 3 ans, quand nous avons travaillé au pacte d'ambition pour l'IAE, on avait réuni un peu la fédération dans toutes les régions et puis également au niveau national. Et je me rappelle de quelqu'un qui avait dit, mais Luc, parce que je me disais, bon, c'est sympa les propositions qu'on fait, mais ça manque peut-être un peu d'ambition et de punch si on veut atteindre 100 000 développements d'emplois. Et puis il y en a un qui nous dit, une personne dans la salle qui m'a dit, mais Luc, c'est super ce que tu nous dis, mais ça fait 10 ans qu'on est dans une situation contrainte où on se bat, il faut qu'on fasse 10 postes non financés pour arriver à avoir un demi-poste 2 ans plus tard en plus. Et puis aujourd'hui, on nous demande de faire beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin et de créer énormément d'emplois en peu de temps. Ce qui peut faire peur et ce qui est normal qu'il fasse peur. Et c'est vrai qu'on passe d'une phase, et pour avoir des entreprises adaptées aussi, je sais que c'est également le cas, d'une phase où on était dans une gestion assez contrainte de ce qu'on pouvait faire, à une phase de développement avec un certain nombre de moyens qui nous sont octroyés, qui ne sont pas, les moyens financiers ne sont pas l'unique chose, mais on se retrouve finalement à devoir complètement changer de mentalité, de passer de quelque part une gestion ou d'être un petit peu gestionnaire finalement, même si on a toujours créé, on a toujours su être inventif, à une phase de développement intensif. Et ça, certainement, ça fait peur et ça peut nous freiner dans nos envies de développement. Mais néanmoins, aujourd'hui, et je pense que c'est un peu la raison d'être des réseaux et la raison d'être de ce qu'on fait ensemble avec l'UNEA, puisqu'on a quand même, on est sur des modèles différents, mais sur des enjeux économiques qui parfois se rassemblent et se rapprochent très fortement. Et c'est un peu à ça qu'on travaille aujourd'hui. Et on a les moyens aujourd'hui on crée un écosystème, c'est ce que tu disais Cyril, favorable à ce qu'on puisse développer des postes et développer des postes de qualité, des parcours de qualité, des accompagnements de qualité au sein de nos entreprises. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, et le fait d'être aussi nombreux aujourd'hui, d'avoir en effet des acteurs comme Utopreneur, comme France Active, comme KPMG, comme tant d'autres autour de nous. Je vous enverrai un certain nombre ce matin, mais en fait, c'est de loin pas exhaustif parce qu'il y a énormément de choses qui s'arc-boutent aujourd'hui dans cette envie de rendre une société beaucoup plus inclusive. Et bien, créer quand même des conditions qui vont nous permettre, je pense, de sereinement imaginer du développement de qualité, parce que c'est un mot d'ordre chez nous. Développer, oui, mais développer pas n'importe comment. Et je pense que c'est un peu, Thibaut Guilluy le dira certainement tout à l'heure, notre expertise nous rend responsables et nous oblige finalement pour que les choses qui doivent se faire, les postes qui doivent se développer se fassent avec les experts du domaine, avec ceux qui font ça depuis 30, 40 ans maintenant. Et c'est pour ça que nous avons tous répondu présent pour dire, OK, ne demandons pas à n'importe qui, demandons à nos entrepreneurs qui sont les gens les plus aguerris pour finalement remplir cette mission. Cher Luc, effectivement, tu as résumé l'ambition, l'intention, et concrètement, et vous le voyez dans le PowerPoint qui est diffusé derrière vous, on a 2 millions de personnes en France comme éloignées de l'emploi et pouvant bénéficier d'un dispositif d'accompagnement de l'emploi. 2 millions. 2 millions de personnes aujourd'hui peuvent être sujets à être au bord du chemin de la croissance. Et donc, ce que je disais en amont tout à l'heure, de créer les conditions, de faire œuvre et de faire société. Et donc, le gouvernement a fait un deal avec la FEI, avec l'UNEA, avec l'APF France Handicap, tous les représentants du SIAE, l'UNAPI également, la NRH et toutes les grandes associations, pour dire quoi? Elle nous dit, voilà, je vais vous donner les moyens, à vous, entreprises sociales inclusives, pour qu'à la fois vous ne laissiez personne au bord du chemin, 140 000 personnes, et que vous puissiez les accompagner, flexibiliser notre société, autonomiser les personnes
dans des parcours dynamiques pour essayer de faire en sorte à ce qu'elles puissent pleinement jouir du bien commun, faire de notre société un chez-soi pour tous. Alors la question à laquelle on a dû répondre avec Luc, il a parlé du pacte de l'IAE, nous on pourrait parler à l'UNEA du cap vers l'entreprise inclusive 2022, comment on fait? On va faire par l'économie, par le changement d'échelle, en prenant en compte, je l'ai dit tout à l'heure, les sujets sociaux, bien sûr, qui est notre raison d'être, et les sujets écologiques. Donc 300 000 personnes aujourd'hui, c'est ça que le gouvernement a mis sur la table avec le ministère du Travail, Madame Elisabeth Borne, également Madame la ministre déléguée de l'insertion, Madame Klinker, et le Haut Commissariat à l'emploi et aux entreprises engagées ou à l'engagement des entreprises. Et donc, cet objectif-là, comment on y répond? Et c'est ça le sujet du webinaire. Par le développement économique, par le changement d'échelle. Vous le voyez dans ce tableau, une autre chose, c'est que pour atteindre réellement le chiffre d'affaires de 800 entreprises adaptées, beaucoup plus dans le CAE, il faut faire plus 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comment on fait quand on sait notamment que dans les entreprises adaptées, la taille médiane est de 44 salariés et qu'il faut se trouver face à des donneurs d'ordre toujours plus puissants qui ont besoin de réponses massives et qualitatives, tout en prenant notre raison d'être. Et donc, ce qu'on voulait vous montrer aussi, dans le cadre de la raison d'être de nos entreprises sociales inclusives, et plus particulièrement ici, les entreprises adaptées, comment fonctionne cette idée de parcours. Comment on passe d'une logique de dispositif où on a des outils, etc., pas mal de choses qui répondent, mais on le voit bien, il y a toujours des silhouettes humaines qui passent entre les mailles du filet de l'inclusion, entre les mailles du filet de l'insertion, entre les mailles du filet de l'intégration et de l'accompagnement. Et donc, nous nous adaptons. C'est tout l'enjeu et le bénéfice qu'ont ces entreprises sociales inclusives d'entreprendre, de se flexibiliser, d'être agile et de s'accommoder au monde économique pour faire en sorte à ce qu'elles soient ouvertes au plus grand nombre. Et donc, dans cette slide, dont vous voyez que la raison d'être, la personne, dans sa singularité, est poussée par ses propres motivations, puisque les entreprises adaptées et les entreprises d'insertion ont à faire éclore ce qu'on appelle en psychologie le processus d'individuation, c'est-à-dire ce fameux anglicisme empowerment, la composition de deux mots français qui seraient responsabilisation et autonomisation, pour que la personne puisse révéler ses projets professionnels et que nos entreprises puissent favoriser celles-ci avec un parcours pouvant aller dans nos entreprises comme à l'extérieur de nos entreprises. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et comment on prend, vous le voyez à l'horizontale, au-dessus de la personne, cet accompagnement social qui nécessite de la professionnalisation et qui nécessite également des enjeux parfois mutualisés comme l'accompagnement socio-professionnel, le soutien à la définition du projet professionnel et un parcours et une carrière. Et de l'autre côté, en horizontal également, qui vient envelopper la personne, lui mettre à disposition l'ensemble des moyens de formation et d'accompagnement à la compétence pour lui permettre de faire un acte professionnel efficace et donc participer à la création de valeur par l'emploi tout en favorisant son projet professionnel dans l'emploi. Et nous sommes dans le milieu ordinaire. Et donc, pour accompagner tout ça, il nous faut un moteur. Ce moteur dans l'entreprise, c'est la GPEC, qui est à la fois en écoute avec l'extérieur, où nous transformons les besoins économiques de la société en compétences requises. Et également, nous avons pléthore de compétences, de richesses et de talents humains qui composent nos entreprises sociales inclusives pour justement avoir ce niveau acquis. Et dans cette conjonction, cette recherche d'adéquation en permanence, nous investissons pour créer les conditions de l'entrepreneuriat social. Peut-être veux-tu rajouter un petit mot, Luc, sur les spécificités des entreprises d'insertion et du SIAE? Nous, alors en effet, c'est un schéma qu'on essaye de vivre un petit peu tous les jours. On essaye d'adapter en effet en territoire les besoins économiques du territoire en termes des besoins RH plutôt du territoire, et puis d'y allier de la formation. Je sais que vous avez aussi un PIC. Nous, on a un PIC IAE, je crois qu'il y a un PIC EA et d'autres moyens de formation pour en effet adapter à chaque fois, quand la personne est chez nous, de pouvoir permettre cette montée en compétences, cet accompagnement vers l'entreprise, et puis ensuite accompagner également les entreprises à l'accueil d'un certain nombre
de personnes qui pourraient présenter pour elles des fragilités, mais aussi énormément de richesses. Et on se rend bien compte que ce parcours, finalement, quand il se crée main dans la main, est souvent source de satisfaction et de réussite au bout du parcours. Donc, en effet, toute cette GPEC dont tu parles, on pourrait même rajouter un T à la fin, GPEC-T, territorial, puisque finalement, c'est avec nos entrepreneurs du territoire que nous travaillons ça. Et ce SAS, finalement, pour accéder à eux et sécuriser ce parcours et cette entrée dans l'entreprise est des choses sur lesquelles on s'arc-boute et qui font partie de la qualité du parcours dont je parlais tout à l'heure. Oui, exactement. Et donc, aujourd'hui, ce que nous vous présentons avec Luc en introduction, KPMG, France Active, mais aussi Résilience, l'UNEA, la FEI et l'ensemble des présents, dont j'en oublie peut-être, et à la fin, en conclusion, monsieur le haut-commissaire, c'est le nouveau modèle des entreprises sociales inclusives. Donc, bien sûr, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'agrément le font sans le savoir souvent. La prise en compte de tous les facteurs de contingence qui encadrent la prise de risque économique et sociale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'entreprise sociale inclusive a des responsabilités, elle a donc des devoirs et elle doit faire du business. Elle doit faire des affaires. Ce n'est pas un mauvais mot. Bien au contraire, nous avons besoin de projets d'industrie. Nous avons besoin de business innovants, que nous rendons d'ailleurs innovants par notre approche sociale inclusive. C'est une entreprise avant toute chose. Nous sommes des entrepreneurs et nous avons à créer de la richesse que l'on doit tous partager. Et nous avons une raison d'être qui est cette approche inclusive. Nous avons besoin aussi, Luc, tu l'as dit tout à l'heure, toute une particularité de GPEC et à créer les conditions de la formation et de la montée en compétences. Et puis aussi, Luc, comment faire pour jouer un rôle croissant dans l'inclusion des personnes pour qu'on ne laisse personne, encore une fois, au bord du chemin et qu'on accepte toutes les silhouettes humaines en toute inclusivité, sans exclusivité des normes, pour que la personne puisse grandir, s'émanciper dans un processus d'individuation ou d'empowerment et prendre en main sa destinée et vivre ses rêves. Luc, juste peut-être préciser les conditions de réussite, parce que on va le voir tout à l'heure, on va lancer des formidables innovations qui se sont passées. Ça a été fantastique et tu as été fantastique, Luc. Je le dis devant tout le monde, tu as été fantastique. Tu as été un des pionniers de ce qu'on a fait en mars, ensemble, en mars 2020, sur les masques. Quelles ont été les conditions pour introduire les retours d'expérience qu'on a mis en œuvre ensemble pour qui ont concouru à créer 2000 emplois lors de la crise sanitaire, Luc? Ça, c'est une question que je n'avais pas préparée, Cyril. Les conditions de réussite, c'est d'abord un esprit d'entreprise, de développement, et c'est un peu ce que je disais. Donc, c'est chez chacun, enfin, je pense que Sébastien le dira mieux que nous dans Résilience, mais c'était cette envie d'abord ce fondement de conviction qui est au fond de nous, on ne peut pas rester inactif. Et je pense que c'est bien ça. Et quand tu rappelles les 2 millions de personnes, c'est bien ce qui nous motive, c'est de dire on ne peut pas rester inactif face à ça. On ne peut pas rester inactif dans une crise telle que celle-là. Et encore en plus, je pense qu'on a la particularité d'être certainement des entrepreneurs qui n'ont pas peur et qui n'ont pas peur d'entreprendre pour du sens. Et ça, j'ai souvent tendance à nous appeler entrepreneurs de conviction. Et je crois que ces convictions sont quand même la base même de ce qu'on entreprend chaque jour. Et ça me fait penser juste, je pense aussi qu'il y a une part, monsieur le haut-commissaire m'avait conseillé un bouquin, donc je ne retire aucune gloire de la phrase que j'y ai lue, mais où je disais que le rêve n'est pas le contraire du réel, mais peut en être la condition. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui nous est demandé aussi aujourd'hui pour sortir un petit peu de nos schémas habituels, c'est ne nous empêchons pas de rêver. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être tout faire, mais si on ne rêve pas avant, on ne pourra pas construire le monde de demain. Et c'est pour ça que l'entreprise inclusive, sociale inclusive, l'entrepreneur inclusif, finalement, pour moi, dessine chaque jour la société de demain de l'entreprise classique et de l'entrepreneur classique qui sera finalement, je l'espère, dans pas trop longtemps, en tout cas, dessiné, façonné par ce qu'on entreprend aujourd'hui et par ce qu'on imagine et ce qu'on rêve aujourd'hui pour demain. Bon, merci beaucoup, messieurs les présidents, pour ces propos introductifs pleins de punch et d'espérance. C'est bien. On se retrouve tous, je trouve d'ailleurs ce terme d'entreprise sociale inclusive. C'est vrai, c'est vraiment très, très bien façonné. Et puis surtout, vos propos nous permettent un petit peu de voir un petit peu le contexte et de saisir les enjeux finalement de transformation de ces entreprises.
Voilà. En plus, comme vous venez de le dire, monsieur, ce webinaire, il se veut pédagogique aussi et très concret. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'illustrer ces propos. L'introduction, un bel exemple de transformation réussi, en plus celui du projet Résilience, et qui est porté par monsieur Sébastien Diran, auquel je laisse la parole. À vous, monsieur Diran. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire et d'avoir l'opportunité de présenter le projet Résilience. Alors moi, j'en suis le dépositaire, je suis un peu un héritier. Ce projet, il a été impulsé notamment par Pierre Guérin, qui est le président de Résilience, et puis aussi par Thibaut Guilhuy, au pire moment en fait, de la crise sanitaire. Et ça a été dit, Luc l'a dit, Cyril l'a dit, il fallait absolument ne pas rester inactif. Et l'impulsion du projet a été relayée par des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est quoi le projet Résilience? Il est né en mars 2020. Donc, c'est une société qui a finalement en 10 mois Résilience. C'est un projet qui est très jeune, mais qui est déjà très abouti en fait, dans sa formulation et dans le business qu'il a pu générer. Le projet Résilience, c'est une opportunité formidable de changer la donne. On a produit 20 millions de masques avec à peu près 90 entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ça a généré, sur ces 20 millions de masques, on a généré à peu près 2000 emplois. Et sur ces 2000 emplois, il en reste aujourd'hui à peu près 800. Donc, c'est des chiffres qui sont assez conséquents puisque les 20 millions de masques ont été produits en quelques mois, 4-5 mois. Le sujet en fait de résilience, c'est au-delà en fait de cette réponse à la crise sanitaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça s'est fait sans business plan. C'est-à-dire que c'est simplement en fait l'énergie et la volonté de quelques-uns de se dire on ne peut pas rester inactif, il faut qu'on fasse quelque chose. Il n'y avait pas de business plan. Et sans business plan, on arrive à des chiffres comme ceux que je viens d'évoquer. Et surtout, on arrive à la pérennité d'un modèle. C'est-à-dire que les masques de résilience, c'est la première partie, ou le premier étage d'une fusée qui doit nous emmener en fait vers la relocalisation inclusive du textile. Donc, le masque, c'est finalement une opportunité et c'est surtout un prétexte pour après, derrière, amener le monde de l'ESS, l'amener en fait sur de la fabrication textile, sur de la confection textile. Ça participe aussi d'un constat en fait de l'accompagnement d'un mouvement de fond. Aujourd'hui, le secteur du textile a été un secteur sinistré. Si on regarde, il y a plus que 60 000 emplois textiles en France. On en a eu aux belles années, il y a encore 30, 40 ans, on avait plus de 400 000 emplois. Donc, on a détruit l'appareil industriel au profit de la fabrication, notamment en grand apport en Asie ou offshore. Et on a vraiment en fait détruit cet appareil industriel, on s'est appauvri. Et au moment où on s'est rendu compte qu'on était fragilisé sur notamment cette pandémie, on avait un besoin de masques, on s'est rendu compte que finalement, on ne savait pas fournir les masques. Donc cette réponse-là, en fait, de se dire, mais finalement, on peut en fait relocaliser le textile en France grâce à la confection de masques, c'est ce qui a été fait, mais très vite, il est apparu que, au-delà de cette crise sanitaire, il y avait vraiment un coût énorme à jouer pour l'économie sociale et solidaire en participant à ce mouvement de fond de la relocalisation textile. Pour résumer en fait notre vision, la vision de résilience, puisque maintenant on a démarré cette entreprise sans business plan, on a démarré cette entreprise que par la volonté, et maintenant on est bien obligé à un moment donné pour pousser les feux, pour aller plus loin dans notre projet, de revenir en fait à quelques normes, quelques notions de business et notions de gestion d'entreprise. Donc on a défini quelle était notre vision.
on s'est donné une mission et puis on partage des valeurs. Notre vision au sein de Résilience, c'est de pouvoir habiller le plus grand nombre de pouvoir habiller le plus grand nombre de personnes avec le moins d'impact écologique et en créant un maximum d'emplois. Résilience, nous voulons être le premier réseau inclusif sur la chaîne de valeur de la confection textile. Ça, c'est vraiment un ancrage extrêmement fort. Et on s'est donné une mission, c'est de construire une plateforme innovante, inclusive, digitale et industrielle qui développe des produits textiles low impact avec et au service de ses partenaires. Il n'y a pas d'équivalent du modèle Résilience en France. Résilience est une plateforme, mais derrière cette plateforme, c'est à peu près aujourd'hui 65 ateliers partenaires de confection textile. Ça n'existe pas en fait ailleurs et notre vocation, c'est d'approcher les grands donneurs d'ordre, les sociétés de prêt-à-porter, les sociétés de distribution textile spécialisées, mais aussi l'ensemble des collectivités locales. Finalement, tout ce qui, à un moment donné, en fait, peut porter du textile, ont vocation demain à être nos clients. Et nous, en fait, on a vocation, au travers de Résilience, d'offrir à ces clients-là des capacités de production. Je vais exprimer ça, en fait, sous forme d'une usine de production textile satellisée, puisque on a à peu près 65 ateliers sur l'ensemble du territoire national. Donc, je reviens un peu sur les fondamentaux du projet, les origines du projet. Le projet, il est né dans le nord de la France, il est né à Roubaix, qui est quand même emblématique du berceau textile français, même si je sais que en Alsace aussi, il y a le pôle textile Alsace et il y avait des industries textiles, mais c'est vrai qu'il est de coutume de se dire que finalement, c'est quand même les Hauts-de-France qui sont en fait le berceau du textile en France. Donc, c'est assez symbolique. On est dans l'atelier, on a créé un atelier d'entreprise d'insertion dans l'atelier Roussel-Roubaix Résilience, qui est dans le quartier de l'Epeul à Roubaix. Alors, pourquoi on a créé un atelier d'insertion? On ne voulait simplement ne pas être qu'une plateforme, on voulait aussi pouvoir, à un moment donné, vivre finalement l'inclusion, vivre ses parcours, vivre ce que vit finalement l'ensemble des adhérents du réseau Résilience. Et pouvoir en fait se confronter nous aussi au quotidien à ce que ça veut dire finalement accompagner en fait les parcours d'insertion, les parcours handicap. Donc ça, c'est très important. On peut passer à la slide suivante. Alors, le masque, c'est le prétexte. Le masque, c'est l'avance à l'allumage, le premier étage de la fusée. Mais je vous l'ai dit, c'est pas l'avenir et on espère tous que ce ne soit pas l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après le masque et qu'est-ce qu'on est déjà en fait en train de mettre en œuvre? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on a un partenariat fort avec une entreprise qui s'appelle Decathlon, pour lequel on a confectionné des shorts, pour lequel on confectionne des bonnets. Et notre enjeu aujourd'hui, en tant que plateforme, c'est de pouvoir ouvrir sur l'ensemble des ateliers du réseau Résilience le partenariat, par exemple, avec Decathlon. Et donc, on démarre concrètement dans notre atelier de Roubaix, et l'objectif étant, une fois qu'on a éprouvé l'ensemble des modèles dans notre atelier de Roubaix, on ouvre les portes sur les autres entreprises du réseau. Donc, il y a le partenariat Decathlon. On a en fait aussi créé des tabliers avec le Bon Coin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la confection textile, c'est quand même un métier compliqué, c'est un métier de détail et on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain atelier de confection. Donc, il y a un chemin pour y aller. Le masque, c'était première étape. On fait des choses assez faciles, ce qu'on appelle des tote bags, les tabliers. Ça sont des choses qui sont assez faciles à faire. Mais si on veut aller demain sur d'autres types de produits, et notamment le t-shirt, on voit en fait, on a lancé le t-shirt Low Impact chez Résilience. Le t-shirt, c'est un produit déjà qui est un peu plus compliqué à concevoir, à confectionner, un peu plus technique, et donc il faut développer du savoir-faire, il faut accompagner les entreprises pour qu'elles soient en fait au bon niveau de qualité, au bon niveau d'efficience, pour que finalement en fait
les produits qui sont mis en main des consommateurs soient des produits impeccables. Et donc là, c'est bien aussi le rôle de résilience, de cranter ce développement, d'accompagner les ateliers sur cette deuxième étape. Moi, j'ai un rêve qu'on partage au sein de Résilience, bien évidemment, c'est que demain, on puisse adresser un vestiaire, ce qu'on appelle un vestiaire, c'est une garde-robe, donc différents types de produits, qu'on puisse adresser en fait au sein du réseau Résilience, un vestiaire de confection textile, c'est-à-dire qu'on soit capable de répondre sur faire du t-shirt, faire du pantalon, faire de la chemise et ainsi de suite. Alors c'est un long chemin, mais nous, notre raison d'être, c'est de l'accompagner. Ça va passer par de la formation, bien évidemment, mais ça va passer plus globalement par des investissements assez conséquents, puisque on ne va pas relocaliser le textile en France avec des machines à coudre simplement. Et aujourd'hui, c'est globalement ce qui existe dans l'ensemble des ateliers du réseau. Ce sont des machines à coudre, plus ou moins en fait évoluées, plus ou moins en fait techniques, mais on a des gros investissements à concevoir au travers de ce que j'appelle moi des hubs textiles, c'est-à-dire que nous devons remonter en fait l'ensemble de la chaîne de valeur en amont de la confection, c'est-à-dire être capable d'avoir des bureaux d'études qui font la conception des produits, être capable en fait de faire du prototypage, être capable de générer les coupes de tissus, être capable de sécuriser nos approvisionnements, être capable en fait de faire l'ensemble des kits de produits pour après derrière amener ça sur les chaînes de montage dans les ateliers de production. Donc il y a un énorme travail en amont à concevoir et à faire avant la confection textile, et c'est là-dessus en fait que Résilience travaille aujourd'hui pour vraiment intégrer à 100% sa chaîne de valeur. Donc c'est le schéma. D'ailleurs c'est le schéma qui est sur le slide précédent. Vous voyez en fait l'idée ici, c'est d'avoir en fait un bureau de mise au point avec de la coupe automatique et différents ateliers partenaires qui vont être alimentés en kit de confection. Et l'idée qu'on développe, c'est d'avoir 4 hubs textiles en France pour essayer de rayonner au plus proche des ateliers de confection et au plus proche des clients potentiels. Tout ça dans un esprit de réduire au maximum notre empreinte carbone. Donc c'est de l'ingénierie, c'est de l'industrie 4.0, c'est ça qui nous occupe, et c'est aussi pour ça qu'on a déposé au titre du plan de relance, au titre du dossier du FATEA notamment et du FDI, on a déposé un dossier pour pouvoir en fait accompagner le financement de ce projet. Il faut savoir que Résilience, c'est un projet qui s'est autofinancé. Depuis le départ, on a eu un don, un mécénat au départ, qui a permis en fait de mettre le projet sur les rails, mais le projet est autofinancé et on souhaite continuer en fait à fonctionner comme ça, c'est-à-dire bien profiter des aides qu'on peut avoir, parce que derrière ça, notre ambition c'est la mise en emploi bien évidemment, et on a des ambitions assez fortes de mise en emploi. On est en fait sur un objectif de 4000 mises à l'emploi sur les 3 ans à venir, et ça ne se fera pas sans investissement conséquent au travers notamment de ces hubs textiles. Alors les 4000 mises à l'emploi, elles sont à la fois, ça peut paraître très ambitieux, et finalement quand on regarde les chiffres dans les grandes masses de la confection textile, enfin, ou de l'habillement en général, on s'aperçoit que c'est à la fois ambitieux mais assez réaliste, puisqu'il suffit que l'ensemble des sociétés de prêt-à-porter, de distribution opèrent un virement de relocalisation de quelques pourcents de leur chiffre d'affaires, et tout de suite, c'est des volumes extrêmement importants en fait, qui reviennent sur le territoire français. Et donc, c'est de l'emploi. Et donc, nous, notre modèle, il va être à la fois d'automatiser, de digitaliser la confection textile, mais en gardant à l'esprit toujours en fait, cet équilibre et cette création d'emplois. Et c'est ça qui est assez vertueux, c'est relocaliser, automatiser, mais développer l'emploi.
Et là-dessus, en fait, c'est là-dessus qu'il faut trouver les bons équilibres. Ça veut dire aussi que vis-à-vis des donneurs d'ordre, vis-à-vis de ces sociétés de prêt-à-porter notamment, ou vis-à-vis en fait des collectivités locales, il y a toute une histoire en fait à raconter. Et on est finalement le faire savoir, faire connaître le projet Résilience, c'est extrêmement important. On a des relais de communication qui sont assez forts. Et là, pour le coup, on investit aussi beaucoup d'argent dans la communication. Mais c'est essentiel aujourd'hui. Ça fait partie en fait de la stratégie digitale de Résilience, d'être présent sur les réseaux sociaux et je dirais pas de créer le buzz, mais finalement de marquer l'intérêt et de dire tiens, il y a quelque chose qui se passe en France. Il y a un projet qui est né finalement il y a 10 mois, il n'existait pas et ça s'est créé. Et aujourd'hui, en fait, ça rend les choses possibles et ça intéresse. Globalement, aujourd'hui, on discute avec tous les acteurs du prêt-à-porter en France. Alors, les projets sortent pas tout de suite parce que c'est quand même assez long de passer de la discussion à l'action, mais on commence en fait à faire ce qu'on appelle des POC, des proof of concept avec certains d'entre eux. Donc c'est ça qui est intéressant. Notre produit phare aujourd'hui, au-delà du masque, c'est le produit Low Impact et c'est notamment le t-shirt Low Impact. On veut que ce soit le premier t-shirt solidaire de France. Juste pour vous donner une information, il se vend à peu près 500 millions de t-shirts en France chaque année. Si on arrivait en fait à rien avoir que 1% de marché, ça fait 5 millions de t-shirts, ça fait à peu près 800 emplois derrière, 1000 emplois. Donc on voit en fait tout de suite que dans les grandes masses, quelques pourcents tout de suite, ça peut générer des mises en emploi assez conséquentes. Voilà un peu en synthèse. Alors j'espère que j'ai été assez précis, pas trop long. Mais voilà le projet Résilience. Retenez une chose, c'est aucun business plan au départ, une volonté farouche de quelques fondateurs, un relais d'entrepreneurs inclusifs qui ont pris des risques, et maintenant un projet en fait qui est en train de se structurer, qui est en train de s'organiser pour aller chercher les emplois en fait qu'on souhaite, c'est-à-dire 4000 emplois. Alors, Bernard Bazillon, vous êtes en train sûrement de parler, mais vous n'avez Ah pas oui, excusez-moi. votre micro. Ah, excusez-moi, bah, écoutez, c'est pour ça que je vous ai remercié, excusez-moi, Monsieur Diran, pour votre témoignage. J'espère qu'il a inspiré les personnes qui étaient là avec nous ce matin. Et ce que je disais, c'est que je rajouterais aussi une qualité de votre projet, c'est l'innovation, parce que vous en avez fait preuve et je vois que vous continuez dans vos projets à en faire preuve. C'est très important. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage, monsieur. Donc, nous allons continuer notre parcours ce matin. Donc, pour se transformer, il faut aussi connaître le cap, la direction. Il faut être entouré, il faut avoir de bons outils, il faut aussi avoir des retours d'expérience. Et le contexte actuel est favorable puisque des politiques publiques adaptées et agiles ont été mises en place. Donc, nous allons maintenant vous proposer de faire un petit tour d'horizon dans un premier temps avec Céline Fiorina. Bonjour. Bonjour à vous, puisque vous allez évoquer en fait la mécanique collective des consortiums nationaux et puis finalement nous expliquer en quoi cette mise en œuvre de consortiums nationaux est favorable à la transformation des entreprises sociales inclusives. Et puis dans un deuxième temps, Nicolas Baudouin, qui nous fera part, je pense, de son expérience de consultant, à la fois en stratégie et opération, pour qui peut nous parler d'innovation, c'est pour ça que je parlais aussi d'innovation, d'innovation et puis finalement en quoi et comment se préparer au mieux pour faire évoluer son modèle économique. Je vous laisse la parole, Madame Fiorina. Merci. Alors, vous ne m'en voudrez pas, je ne vais pas vous parler de mécanique, je vais vous raconter une histoire. Je préfère, hein, j'y suis plus sensible moi-même.
Le titre du slide que j'avais écrit s'appelle « Quand la crise sanitaire accélère l'expérience de co-création ». L'expérience de résilience portée par l'éloquence, je fais dans la rime ce matin, de Sébastien Dirand en est la démonstration. La crise du Covid a eu de multiples conséquences. Encore aujourd'hui, les conséquences les plus difficiles côtoient l'extraordinaire. Cette crise s'avère être un marathon, là où on l'abordait tous en mars dernier comme une guerre éclair. Et elle accélère finalement les prises de conscience. Elle crée de nombreux raccourcis et elle a ouvert de nombreux possibles. Elle nous confronte aussi, et Sébastien Dirand vient de le rappeler, et elle nous y confronte durement, à des pans entiers de notre économie qui se sont délités au fil des dernières décennies et qui ont porté avec eux des centaines de milliers d'emplois, qui ont vu la fuite de nombreuses compétences. C'est le cas de la filière textile, mais pas seulement. Cette crise, elle nous met en ce moment même, autant à l'échelle de l'individu qu'à l'échelle souvent des structures et des équipes, des collectifs, elle nous met en évidence un profond besoin de sens et un sérieux besoin de changement de registre, un sérieux besoin de changement de façon de travailler, finalement. Dans ce contexte complexe, on continue les rimes, les personnes semblant les plus fragiles, semblant les plus vulnérables, celles qui sont souvent les premières victimes des crises économiques, s'avèrent aussi être les plus résilientes. Et elles ont été à cet endroit-là beaucoup portées aussi par leurs organisations. Les entreprises adaptées ont réalisé plusieurs tours de force durant cette première partie de crise sanitaire, pour suivre le plus souvent et le plus longtemps possible leurs activités, accompagner et soutenir leurs salariés fragiles chaque jour, depuis presque un an maintenant, et s'organiser, se réorganiser encore, intégrer le changement au quotidien. Elles le font encore chaque jour se diversifier, se rapprocher, coopérer et se coaliser. Globalement, pour moi, c'est pas une surprise, mais j'ai du plaisir à le partager à chaque fois. Les entreprises adaptées font dans l'innovation ordinaire. Encore. Je l'ai vu à l'œuvre aussi dans ma propre équipe. On a tous été invités à déployer chaque jour cette énergie et cette créativité. Finalement, cette impulsion qui a été poussée par cette crise, cette vague qui aurait pu nous écraser, on l'a tous surfé. Et c'est bel et bien cette résilience qui nous inspire et qui soutient nos projets de consortium. Cette première expérience commune avec Résilience en 2020 a permis, Sébastien Dirand le rappelait, la création de près de 800 postes au sein de structures d'insertion par l'activité économique, au sein d'entreprises adaptées. Toutes ces structures étant associées dans la production de plusieurs millions de masques. Pour l'UNEA, l'idée a été de ne jamais arrêter cet élan, de ne surtout pas le stopper et de l'accompagner. Et donc, fin 2020, milieu 2020, on était vraiment dans la mise en place ou la remise en place de certaines filières, dans leur animation, dans la coordination de plusieurs GME. On était un peu à cet endroit, à la naissance, aux fondations de ce qui allait devenir un grand projet de plusieurs consortiums. Les GME, les groupements momentanés d'entreprises, je pense que tout le monde les connaît, certains les pratiquent, les ont expérimentés. L'UNEA, on a déployé plusieurs, un qui est toujours en cours avec des centres d'appel et qui réunissent 13 entreprises adaptées. J'espère qu'elles sont là et je prends plaisir à prendre le café avec elles ce matin. Un GME qui est en cours de constitution dans le cadre du consortium textile, avec 38 entreprises adaptées embarquées par l'APF, notre allié de toujours. Et l'UNEA a poursuivi cette démarche-là jusqu'à la fin de l'année, à accompagner et coordonner ses adhérents sur la route de ce changement d'échelle dont Cyril parlait tout à l'heure. L'objectif du changement d'échelle, on est plusieurs acteurs à l'avoir rappelé dans le webinaire, il est que aujourd'hui, plus de 150 entreprises adaptées qui sont membres de nos consortiums. Ce changement d'échelle doit permettre de porter les conditions de la création de plus de 10 000 mises à l'emploi. 10 000 créations d'emplois. Quand cette phrase sort de ma bouche, moi-même, je me dis « Ok, mais quelle ambition !» Finalement, cette ambition, aussi grande soit-elle, elle nous semble aujourd'hui, vendredi, à plus forte raison encore atteignable.
pour reprendre la citation de Luc de tout à l'heure, finalement une possibilité de ne pas rester dans le rêve, mais de passer dans le réel, qui est rendu possible parce que les énergies convergent. On le dit souvent, les planètes sont en train de s'aligner et pour ne rien vous cacher, ce que je rêvais moi de vivre professionnellement depuis 20 ans est en train de se mettre en route. On a aujourd'hui en temps réel les services de l'État, les politiques publiques, les acteurs économiques et les entrepreneurs sociaux qui s'organisent, se parlent, co-construisent dans un tour de table qui est totalement inédit avec l'UNEA et ses partenaires, fabriquent ces 3 consortiums. Les alliances entre nos univers sont en train de s'articuler et permettent en ce moment même la naissance de ces consortiums. Les travaux qui ont été menés ces derniers mois nous montrent l'importance d'une coordination de l'ensemble des acteurs avec les entreprises de l'inclusion par le travail, les services de l'État, les politiques. En fait, la grande ambition qu'on a, l'histoire que je raconte, c'est celle de co-créer et de transformer les crises en possibilités, de dépasser le référentiel de la marge nette qu'on a souvent tous à l'esprit pour viser ce que je préfère identifier comme une haute valeur ajoutée sociale ou sociétale. Ces consortiums, vous les avez sous les yeux, 3, autour de 3 secteurs d'activité qui vont permettre à leurs membres, aujourd'hui plus de 150 entreprises adaptées, de partager et de nourrir une culture, de recevoir du conseil, de recevoir du soutien, de recevoir de l'accompagnement aussi. Et quand on est entrepreneur au quotidien, on sait à quel point, on l'a vécu à plus fort degré dans la crise, à quel point le conseil et l'accompagnement et la coalition sont des alliés précieux pour garder l'envie et pour garder l'énergie. On va aller au-devant avec ces 3 consortiums d'enjeux majeurs. On va viser la conquête ou la génération de nouveaux marchés, la relocalisation, et c'est peut-être sûrement Thibaut qui nous en parlera en conclusion tout à l'heure, la relocalisation de ceux qui peuvent l'être, ces marchés. On va viser l'innovation aussi pour recruter, parce que parler de 10 000 mises à l'emploi, ça veut dire parler de plusieurs milliers de personnes à approcher, à embarquer. Et on va parler d'accompagnement et de partage du savoir. Voilà, vous l'aurez noté, finalement, je ne parle pas de mécanique. Je parle essentiellement du présent, un tout petit peu du futur, parce que tout est en train de se construire aujourd'hui, en ce moment même, aujourd'hui même. Chaque jour, en ce moment, les réunions se succèdent pour venir créer les chartes qui vont permettre ce fonctionnement, venir créer la gouvernance, approcher chacun des marchés, chacun des sponsors de ces 3 consortiums, rassembler largement. On est en train de construire. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de faire partie de cette grande aventure avec nous et surtout des idées que vous allez nous offrir à venir et de votre soutien. Alors moi, je voudrais prendre le relais. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Baudouin, j'ai eu de nombreuses personnes d'entre vous, finalement, souvent au téléphone sur le mois de décembre, sur lesquels finalement s'est concrétisé ce dont viennent parler finalement tous ceux qui ont pris la parole ce matin et tout dernièrement Céline. René Char disait il n'y a que 2 conduites dans la vie, où on la rêve ou on l'accomplit. Moi, j'ai l'impression que l'entreprise adaptée, et on le sent bien ce matin, elle est en train de passer de l'un et de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que le premier point, et moi, je voudrais insister sur ce qui est en train de se construire parce que finalement, ce webinaire, ça n'est qu'une première étape d'une mise en œuvre opérationnelle de ce projet collectif. Tout d'abord, et je pense que tous ceux qui sont autour de ce webinaire le savent, il y a d'abord une impulsion forte par rapport à une envie de la gouvernance des EA. Je pense que tous ceux qui sont sur ce webinaire savent qu'à un moment, ils ont parié l'idée de rentrer dans ces consortiums, ça leur a fait d'abord envie. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Cyril, c'est-à-dire cette envie de participer à ce passage à l'échelle qui semblait totalement irréaliste quand il a été évoqué, tant la pression sur les entreprises adaptées dans l'ensemble des secteurs d'activité sur lesquels il y était paraissait quelque chose de trop dur, de trop limitant. Finalement, l'idée de faire exploser ce plafond et le lieu où étaient les entreprises adaptées, c'était d'abord la bonne idée.
se penser d'abord beaucoup plus grand et comme l'a dit Céline, de travailler d'abord et avant tout à la création d'emplois et de valeur. Voilà. Le deuxième élément, c'est et je pense que c'est ça qu'on valorise ce matin, c'est des leaders et des pionniers sectoriels qui ont défriché le terrain et puis qui s'inscrivent, et je pense que c'est quelque chose de magnifique, et puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout, qui s'inscrivent dans du collaboratif, dans du transfert de compétences, dans du partage, voilà, et dans du collectif. Ça, c'est la deuxième étape des consortiums, et finalement, ça ne serait pas possible sans tous ceux qui témoignent ce matin et ceux qui n'ont pas pu participer ce matin, mais qui sont parfaitement dans ce mouvement. Troisième point, il y a un rôle effectivement qui est important. Cyril sur ce sujet trop modeste, le rôle de l'UNEA, qui va pas uniquement stimuler, pas uniquement dire ce qu'il faut faire, mais qui va faire à vos côtés. D'abord avec un outil qui est un outil fédérateur, qui est la charte du consortium, qui va dire voilà, vous acceptez de rentrer dans un collectif et voici les règles du jeu qui vous permettent d'en profiter et à chacun finalement d'en sortir grandi, mais également des compétences sectorielles de telle manière à porter, faire de la pédagogie, expliquer les nouvelles chaînes de valeur dans lesquelles nous allons pouvoir venir, travailler aussi sur des sujets commerciaux parce que au travers de ce passage à l'échelle, il y a aussi la reconfiguration d'un certain nombre d'entreprises adaptées vers la capacité à mieux assumer de manière autonome ou à plusieurs leur développement commercial. Et puis, je ne voudrais pas ne pas rendre ce qu'il faut à Accenture, qui a permis aussi, au travers de son étude, le fait de trouver un chemin sur des secteurs d'activité et de valoriser et de finalement rendre confiance dans un certain nombre d'acteurs sur le fait d'aller sur des secteurs sur lesquels ils ne seraient pas allés naturellement. Alors, Céline l'a dit aussi, il y a un sujet important qui est des parties prenantes qui aujourd'hui, je pense, sont mobilisées sur ce concept de création de valeur et de passage à l'échelle qu'elles ont su autoriser au démarrage, puis accompagner. C'est la DGEFP, ce sont les directs, avec derrière, je pense, le fait d'être contaminé finalement par l'enthousiasme de tout le monde. La GFIP aussi, qui travaille activement pour trouver sa place dans le dispositif et coordonner les interventions. Et c'est ça qui est, je pense, tout à fait nouveau dans cette histoire. C'est finalement que chacun travaille depuis sa place de telle manière à se dire que le résultat sera chouette. Je nous ai positionné parce qu'on se veut avoir un rôle actif dans un diagnostic initial dans chacune des EA qui sont dans ces consortiums, de telle manière à bien poser l'ensemble des sujets. Mais nous ne sommes pas seuls. Je voudrais citer par exemple l'entreprise Cosavoir qui, dans le domaine du diagnostic des compétences, va poser un certain nombre de sujets et vous aider et nous aider à accompagner correctement la montée en compétences de l'ensemble des entreprises. Et bien évidemment, on aura un rôle alors qui est celui du business plan, qui est celui du projet, qui est celui finalement du cadre accepté volontairement, mais tout de même contraint de telle manière à atteindre ces résultats de création d'emplois et de valeur. Et puis, tout à l'heure, on va avoir France Active. La composante financière, elle est importante dans ce projet de telle manière à pérenniser les investissements qui sont menés. Un système de formation aussi au plus haut niveau. Il est prévu des programmes de formation pour un certain nombre de compétences dirigeantes et pas uniquement la mise en compétence, même si elle est nécessaire et très importante, des personnes en situation de handicap que vous allez progressivement recruter. Bien évidemment, là encore, le recrutement, c'est un sujet en soi autour de l'aide au recrutement, la mobilisation du SPE et de telle manière à matérialiser ce passage à l'échelle. Et puis, bien évidemment, et c'est ça aussi qui est un alors ce cercle, c'est pas un cercle qui revient à son point de départ, c'est une vraie spirale qui va vers l'extérieur. Moi, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai découvert dans l'ensemble des communications que j'ai eues avec
la plupart d'entre vous, c'est de voir que dès la mise en œuvre des consortiums, il y avait une envie de faire des choses entre entreprises adaptées, comme si ça n'avait jamais été possible, je vais dire même intellectuellement, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, et qu'il y a déjà des envies finalement de faire des choses ensemble, de faire profiter des liens qu'on a avec certains clients, de compléter finalement les savoir-faire des uns des autres. Et c'est ça aussi, je pense, l'intérêt de ces consortiums. Mais nous y reviendrons dans les prochaines semaines pour les rendre encore plus opérationnels, parce que je sais que vous avez des questions très précises concernant votre foire, ce que vous voulez mettre en œuvre, et que ça ne fait que démarrer. Et cet échange de ce matin, il est vraiment là pour vous dire c'est vraiment maintenant que ça démarre. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Céline Furina et Nicolas Baudouin pour ces mises en perspective et ces explications nécessaires. Mais comme Nicolas vient de le dire, pour réaliser ces projets de transformation, pour accompagner ces projets, eh ben, il faut des moyens financiers. Et donc, le vrai sujet, c'est comment accompagner ces projets financiers dans une dimension territoriale aussi, avec de l'innovation. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Monsieur De Menton, qui est directeur général de France Active. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur. Merci beaucoup, merci de votre invitation, merci Cyril et Luc et bien sûr KPMG. Je ne vais pas être très long, le plus important déjà c'est qu'on manifeste du côté de France Active notre attachement, mais c'est les réseaux le savent et les entreprises à être aux côtés, y compris quand ça va pas très bien, hein, des entreprises inclusives, mais également dans des phases de création et pour ce qui nous occupe aujourd'hui, en tout cas on l'espère, des phases de transformation et de changement d'échelle. Je vais vous dire quelques mots de ce que nous sommes et puis quelques mots de ce que nous faisons. Et puis ensuite, la manière dont vous pouvez nous saisir et la meilleure manière de travailler ensemble dans les mois qui viennent. Alors, on est un réseau associatif, France Active, qui a 30 ans maintenant, qui est composé de 40 associations territoriales. Elles sont parfois à l'échelle régionale, parfois ex-régionale et parfois infra-régionale. Elles sont présentes sur l'ensemble du territoire métropolitain et une bonne partie des Outre-mer, ce qui n'empêche pas d'ailleurs pour les Outre-mer, quand on n'y est pas, qu'on puisse instruire et financer des projets en direct depuis Montreuil où nous nous trouvons, ce qui est moins efficace. Le plus efficace sont bien nos équipes locales, qui sont des professionnels de l'accompagnement et du financement d'entreprises. On a en tout sur le champ des entreprises inclusives un peu plus de 150 conseillers, avec certains d'entre eux qui ont déjà dirigé des entreprises, d'autres qui ont fait des passages en banque ou dans la sphère financière, et on essaye d'inventer un métier de financeur solidaire. On a au niveau national une force de frappe par la mutualisation de nos moyens. D'une part, une équipe nationale qui nous permet de détacher des experts de haut niveau quand on est face à des grands projets, des projets complexes, donc ce qui nous permet d'appuyer les équipes locales. Et puis, on a 2 sociétés financières qui nous permettent d'agréger des moyens financiers relativement importants. France Active garantit, on peut garantir des crédits bancaires. C'est notamment utile quand on est sur du crédit de fonds de roulement dans des phases de fort développement. Ça permet de soulager des trésoreries en allant chercher des banquiers plutôt sur du moyen terme. Et puis on a une société d'investissement, France Active Investissement, qui était connue jusqu'il y a 3 ans comme la CIFA historiquement, qui est une société qui collecte de l'épargne solidaire. Un petit point que j'avais pas prévu de dire, mais qui est important dans le contexte, c'est que les Français ont pu, malheureusement, si on veut, pendant la crise, alourdir leur bas de laine et on a une dynamique d'épargne qui est très très forte. Alors c'est pas uniquement pendant la crise, on a une dynamique depuis plusieurs années assez forte et voire impressionnante d'orientation de l'épargne des Français vers l'épargne solidaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une société comme France Active Investissement n'a pas de problème de ressources et malgré la crise et malgré les quelques pertes qu'on enregistre ou les difficultés et les provisions qu'on enregistre sur France Active Investissement, on a préservé avec nos actionnaires et avec les épargnants qui sont derrière une capacité d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros
à disposition des entreprises inclusives et des entreprises sociales en général. Notre cœur historique, c'est l'inclusion, c'est l'insertion par l'économique. Notre président fondateur était Claude Alfandéry, il est toujours très actif comme président d'honneur. Mais c'est toujours vrai aujourd'hui, puisque ce sont près de 200 entreprises de l'inclusion, donc structures d'insertion par l'économique, entreprises adaptées. Insuffisamment d'ailleurs des entreprises adaptées, on en discute avec Cyril régulièrement. Je pense qu'on rate des belles occasions de travailler en consolidation de vos entreprises. Et donc, on a un renforcement en cours de notre partenariat avec l'UNEA. C'est également le cas avec la Fédération des entreprises d'insertion pour permettre d'être réactif dans la phase qui nous attend, qui est une phase à la fois de consolidation, parfois de sauvegarde de quelques entreprises, et on l'espère de plus en plus de consolidation et de nouveaux projets. En tout cas, le webinaire d'aujourd'hui le montre. On travaille sur toutes les phases de vie des entreprises qu'on peut soutenir. On fait des choses sur l'émergence, sur de la création de nouvelles entreprises inclusives. On a une belle dynamique. On travaille couramment sur du développement d'entreprises. Et ce qu'on essaye de conforter aujourd'hui, ce sur quoi on met des moyens au niveau national comme au niveau local, ce sont sur les pactes transformation et le pacte relance. Dans chacun des pactes qu'on adresse aux entreprises, on a bien sûr la dimension financière, c'est pour ça qu'on est connu. On peut intervenir jusqu'à 1,5 million, 2 millions d'euros en financement d'entreprises et jusqu'à des prises de participation ou d'une manière générale différentes formes de fonds propres. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un peu ça le sujet du moment, la consolidation des fonds propres des entreprises, à la fois pour compenser des pertes ou des difficultés, mais également pour porter des projets de développement importants. Et puis, on a une dimension de conseil, alors qu'on articule avec les autres conseils qui sont disponibles. Nous, on est des conseillers spécialisés sur les questions de financement et de stratégie de financement. Et on essaye de travailler avec les autres conseils que vous pourrez trouver, bien sûr KPMG ou d'autres, de manière à bien encastrer la dimension de stratégie financière dans la stratégie d'ensemble. On dit en général, nous, qu'on a besoin de pouvoir échanger avec l'ensemble des partenaires que vous aurez mobilisés autour de votre projet, de manière à ce que la dimension financière ne soit pas un petit morceau qu'on traite une fois qu'on a traité le reste, mais qu'elle s'intègre bien à votre stratégie. Et puis la connexion, on essaye autant que faire se peut de mettre en relation les entreprises avec les 60 000 entreprises qu'on a en portefeuille, grandes ou petites, depuis quelques années. Voilà, je fais très rapide dans nos pactes, et puis je pense que vous aurez la présentation. Vous trouvez tout ça sur le site de France Active également. Donc, on guide l'entrepreneur dans sa stratégie de relance. Alors ça c'est ce qu'on a fait en 2020, c'est ce qu'on a mis en place pour soutenir les quelques milliers d'entreprises de notre portefeuille, et notamment les 2000 entreprises inclusives du portefeuille de France Active Investissement, avec à la fois du diagnostic, de la mise à disposition de ressources, des solutions de financement spécifiques qu'on a mis en place avec un certain nombre de nos actionnaires, nous permettant de faire des crédits de trésorerie jusqu'à 100 000 euros. Le sujet n'était pas de couvrir les besoins de manière pérenne, mais bien de donner quelques mois, quelques semaines ou quelques mois de souffle aux entrepreneurs pour travailler sur leur plan de relance ou leur plan de continuation. Et puis, bien sûr, on met à disposition, donc à la sortie de ces crédits relais, d'une certaine manière, l'ensemble des interventions qu'on peut faire en prêt participatif avec France Active Investissement, voire en fonds propres ou type contrat d'apport associatif sur des plus petites structures. Voilà. Comment on fait pour venir nous trouver? Alors, on a donc ces 40 associations territoriales dont vous trouvez les coordonnées sur le site de France Active. Alors, pour une bonne partie d'entre elles, elles ont le mérite de s'appeler France Active Bretagne ou France Active Normandie, France Active PACA, ce qui vous permet de les repérer facilement quand vous ne les connaissez pas. Et puis, on a multiplié des points d'accueil, ce qui nous permet d'être au plus près de vos entreprises et d'avoir des facultés de rencontre. Et puis, bien sûr, toutes ces informations sur ce qu'on sait faire se trouvent sur notre site. Un dernier point qui semble, moi, important à signaler aujourd'hui, c'est qu'on est, ça a été dit jusqu'à maintenant, dans une dynamique favorable. On a parfois honte de dire ça, mais les efforts qui ont pu être faits
sous l'impulsion du Haut-Commissariat par l'État, avec un fort lobbying qu'on a nous-mêmes appuyé, auquel on a participé aux côtés de l'UNEA, aux côtés de la FEI, vous permet aujourd'hui de porter des projets. Nous, ce qu'on peut apporter, c'est l'assurance qu'on a des capacités d'investissement relativement préservées et sans doute en croissance. Aujourd'hui, le financement à impact, France Active Investissement n'est pas le seul à le faire. On travaille de plus en plus en coalition avec d'autres investisseurs, ce qui nous permet de monter sur des tours de table parfois de plusieurs millions d'euros sur la base d'un travail qu'on a pu faire ensemble sur la stratégie de financement. Et ce qui nous permet d'aller chercher nos actionnaires, la Banque des Territoires, qui a une capacité d'intervention en fonds propres qui va sans doute se développer, BPI France bien sûr, mais également d'autres investisseurs à impact qui sont actionnaires chez nous et avec lesquels on a des habitudes de travail. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à contacter l'association territoriale de votre région et en cas de besoin à nous faire remonter des difficultés spécifiques au niveau de la tête de réseau à Montreuil, et je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur de Menton, c'est très gentil à vous de mobiliser en plus et de nous expliquer comment mobiliser ses capacités financières au service, mais c'est historique pour France Active, mais c'est toujours bien de le rappeler, du secteur de l'ESS et de l'entrepreneuriat social, et en plus dans une logique territoriale et de contact de proximité, ce qui est à relever, c'est important. Et en plus, vous avez 400 participants qui vous ont suivi, puisque ce matin, nous sommes 400 à ce webinaire. Merci beaucoup. Donc, nous évoquions tout à l'heure l'existence de consortiums dans différents secteurs. Nous allons aborder le secteur de l'automobile, puisque nous sommes dans la phase de témoignage, et je remercie beaucoup messieurs Jean-Marc Richard, ici présent, et Eric Sandeki, de la Fondation Amipi, spécialiste de production de faisceaux automobiles, pour nous livrer leur témoignage de cette expérience de consortium. Voilà, juste avant l'intervention du haut-commissaire. Merci beaucoup, messieurs. À vous la parole. Là, on ne vous entend pas. En haut à gauche, il y a le micro, il faut démuter. Si vous pouvez. En haut à gauche de l'écran. Ah. Là où il y a le micro, en fait, haut à gauche, à côté de Faiz et de la caméra. Augmentez le volume aussi, Jean-Marc. Ah, là, on vous entend. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé, je crois, c'est Eric Sandeki. Oui, bonjour à tous. Bonjour, on vous entend. Jean-Marc Richard, on ne vous entend pas. Alors, je propose que Charlotte Perco contacte M. Richard pour Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Ah oui, on vous entend, monsieur. Okay. Bravo. Voilà. donc on va rester avec Eric, si vous êtes d'accord tous les deux, pour pouvoir parler de l'expérience Amipi. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au slide qui présente la fondation. Donc le suivant. Encore un autre. Voilà. Voilà, donc pour parler de l'expérience Amipi, d'abord, je vais vous présenter l'Amipi. Donc, l'Amipi, c'est 6 entreprises adaptées qui adhèrent à l'UNEA, et cela sous l'impulsion du président Cyril Guesso, qui est avant tout, pour nous, un entrepreneur de l'engagement sociétal. Ce qui, vous allez voir, est certainement une des données extrêmement importantes pour la suite, si on veut arriver à des résultats tels qu'ils nous ont été dessinés par Madame Fiorina. Voilà, en tout cas, grande année 2021 pour chacun de vous. Beaucoup de pugnacité, il nous en faudra. Et de la chance aussi, de l'humilité certainement, et puis beaucoup d'humour, je l'espère aussi, parce qu'on en aura besoin. Donc la Fondation Amipi, c'est avant tout des hommes et des femmes, des personnes, dont 750 d'entre elles bénéficient d'une reconnaissance travailleurs handicapés. Mais nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique
sur deux sujets. D'abord, sur comment le travail est une variable extrêmement importante avec les apprentissages qu'il y a autour pour développer simultanément de très bons produits et donc un chiffre d'affaires. Et là, vous voyez, ce chiffre d'affaires, il est de 34 millions d'euros, mais également des cerveaux, puisque la fondation est une fondation reconnue d'utilité publique pour ses travaux, car elle a fait venir chez elle. Elle a travaillé avec ses fondateurs historiques, Maurice Vendre, avec des professeurs de médecine. En tout cas, elle a travaillé sur la plasticité du cerveau. Et puis, elle travaille aussi sur la psychologie mimétique avec un autre professeur qui est le professeur Jean-Michel Ougourian, dont un ouvrage sur l'expérience AMIPI est paru. Alors, pour revenir sur l'expérience AMIPI, il y a d'abord notre ADN. Et notre ADN, malheureusement, et je pense que chacun d'entre vous, parce que c'est ça qui va vous intéresser, c'est de vous poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de faire tout ce travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de se rassembler? Qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de se battre ou de combattre? Parce que si notre voix n'est pas assez forte, eh bien forcément, on aura une société qui se développera pour quelques 50% de la population et qui oubliera les autres. Hein. Et qu'est-ce qui fait notre force? À la fin, c'est bien sûr ces savoir-faire qu'on va essayer de vous expliquer avec Eric et vous démontrer de manière quantitative comment il permettrait aux décideurs, c'est-à-dire à l'État, mais aussi aux grandes entreprises qui ont un poids énorme dans les décisions qu'on va avoir à faire, en particulier sur le rapatriement d'activités. Il va falloir bien évidemment trouver une ressource financière, et cette ressource financière ne pourra pas être éternellement les endettements sur les jeunes générations. Hein, il faut bien en avoir conscience. On a la chance d'avoir une monnaie forte parce que les Allemands l'ont aussi, mais il faut bien comprendre qu'il va falloir être très ingénieux. J'ai bien aimé toute cette conférence, toutes les interventions, puisque bien évidemment, il va falloir être très ingénieux, tant sur le plan du produit, mais aussi sur le plan sociétal. Hein. La société actuelle, le monde d'hier, c'est un monde qui a quand même exclu énormément de gens, et en particulier, cette mondialisation a négligé, et Luc de Gardel le disait très bien tout à l'heure, a négligé des quantités de personnes qui ne pouvaient pas forcément travailler avec des moyens informatiques, mais qui avaient besoin de travail manufacturier, de travail manuel pour pouvoir avoir leurs apprentissages et surtout leur activité, leur donnant une certaine autonomie. Donc, dans cette carte d'identité que vous voyez 11 millions d'euros de non-dépenses publiques liées à l'insertion par les recrutements que nous faisons, puisque nous recrutons en moyenne 80 personnes par an dans nos 6 usines, qu'on appelle des usines apprenantes et inclusives, donc des UPAI, puisque production aussi, hein, UPAI, c'est le P de production, le A de apprentissage et le I de inclusion. Nous faisons 34 millions d'euros, donc ça, c'est ce que nous faisons en année régulière, donc c'est l'année 2019. Mais nous produisons aussi une valeur incroyable de richesse quand nous incluons des gens dans les entreprises dites classiques en sortie. Et donc, nous avons développé ces modalités de dualité qu'Éric va bien expliquer et ces modalités de fluidité qui font que nous devons être des EA qui doivent servir de sas entre le non-travail, le travail et l'insertion citoyenne dans toutes les entreprises. On a une vertu et une nécessité d'être un lieu de pédagogie, puisque c'est la mission que l'État, en tant que fondation reconnue d'utilité publique, nous a accordée. Si vous voulez bien, on va passer au dernier slide. Voilà. Donc, comment on fait pour œuvrer sur nos missions? Donc, la première des choses qu'il faudrait que chacun se pose la question, c'est comment je peux organiser le travail, comment je peux organiser non pas des tâches, mais des apprentissages pour stimuler en permanence le cerveau et développer ces fameux synapses et ces connexions synaptiques. Donc ça, c'est un travail
qui ne peut se faire que s'il y a une dualité dans tous les niveaux, c'est-à-dire que systématiquement, on organise le travail avec des équipes qui sont, on va dire, scientifiques et des organismes et des équipes qui sont autour de la production. Et on va peut-être allonger des tâches parce qu'on va estimer que ces tâches vont être bien plus bénéfiques pour le fonctionnement du cerveau des personnes qui le font que des tâches, vous voyez, qui seraient très proches de celles d'une machine. Vous voyez, hein, si vous faites faire pendant 25 ans le même travail à une personne, vous développez surtout des zones creuses dans le cerveau des gens, puisqu'ils vont se transformer en machines, ils vont pas avoir un grand développement. Donc l'idée, c'est d'avoir une douzaine d'apprentissages clés dans une usine et de permettre à des gens de passer de l'un à l'autre avec bien sûr des personnes qui les aident, qui les guident, mais à la fin, c'est chaque personne qui va se faire son processus, hein, qui va se faire sa démarche et qui va voir comment elle va pouvoir apprendre. Donc, on va d'ailleurs avoir un module qui est très intéressant, qui est un module développé par des équipes internes-externes, de neuroscientifiques et d'équipes internes chez nous, qui s'appelle « Apprendre tout au long de sa vie par les neurosciences ». Autrement dit, on va permettre aux gens de comprendre comment leur cerveau fonctionne, mais également quelles sont leurs compétences et ensuite comment ces compétences peuvent être reproductibles dans d'autres environnements que les nôtres. La deuxième savoir-faire fondateur, c'est la fluidité. Et la fluidité repose sur un savoir-faire qui vient de la nuit des temps, c'est le mimétisme, et qui a été codifié par René Girard, mais aussi par ce professeur. Donc, on va mettre ce livre à votre disposition, à vous tous qui nous écoutez. Il faut contacter Solène Flétou ou envoyer un email. Et forcément, ceux qui ne l'ont pas lu, on fait en sorte que vous puissiez le découvrir. Il est très, très important pour les apprentissages, et pour le développement des personnes, c'est qu'en fait, nous n'apprenons que par des modèles. Nous apprenons parce que un opérateur avant nous ou une personne avant nous a fait le travail. Et je pense que c'est ce qui explique d'ailleurs le besoin des EA de se parler entre elles. Et on a tous les mêmes problématiques, on a tous des problèmes de compétitivité, on est tous apprenants et inclusifs en finale, mais on a besoin de voir quelles sont les expériences. Pourquoi ? Parce qu'on va se les approprier. Forcément, quand on se les approprie, on va oublier d'où elles viennent, mais on va se les approprier et on va faire à ce moment-là le rôle du modèle. Et le troisième savoir-faire qui est conclusif, c'est le dialogue social. Et les grands syndicats chez nous sont très représentés et font que la pédagogie qui est pensée en haut va se mettre en application dans tous les territoires. Je laisse la parole à Eric Sandy. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Parce qu'on est juste dans les temps du haut-commissaire. Je vais faire très court. Donc là, le Sky, c'est juste pour illustrer, je dirais, le principe de dualité donc qu'a évoqué Jean-Marc Richard, c'est-à-dire que, puisque là, je dois évoquer les aspects économiques, mais vous avez bien compris que la première chose qu'on regarde lorsqu'on analyse une activité chez Amipi, c'est pas les aspects économiques, c'est en quoi une activité peut développer la personne. Et vous voyez, nous, notre activité aujourd'hui, qui est le câblage dans le secteur automobile, ce qui nous intéressait dans cette activité, ouais, c'est les caractéristiques de cette activité, c'est-à-dire beaucoup de la volumétrie, de la récurrence, hein, puisqu'on travaille sur la durée de vie des véhicules qui peut être de 3 ou 4 ans, de la complexité et surtout de la décomposition, donc la faculté de décomposer le process industriel en une succession de tâches plus ou moins compliquées qui est adaptée aux difficultés de la personne et surtout à sa progression. Donc, bien entendu, ces critères, ils sont spécifiques à l'activité câblage, mais il y a d'autres activités, bien entendu, qui présentent d'autres caractéristiques qui sont aussi intéressantes et qui peuvent être des excellents supports d'apprentissage. Voilà, tout à l'heure, on parlait d'expérience résilience. Eh bien, voilà, Amipi s'est lancé en avril 2020 aussi dans cette expérience, en créant une activité de diversification. Et donc, on a pu appliquer toute la philosophie et la méthodologie Amipi à cette nouvelle activité. Le deuxième point, puisque là on aborde rapidement les aspects économiques de l'activité câblage. Vous avez compris volume,
activité manuelle dit forcément une activité qui est soumise à un marché aujourd'hui mondial, puisque les activités câblage sont aujourd'hui délocalisées vers des pays à bas coût. Et donc, il y a forcément un différentiel entre le coût de revient d'une heure, sur une fabrication française, et le prix mondial. Donc, il y a des écarts, vous voyez, pour les activités câblage, de 1 à 2 ou 1 à 3, selon le type de câblage, selon les volumes de marché. Et cet écart, ce différentiel de compétitivité, si on peut rester sur le slide précédent, s'il vous plaît, cet écart de compétitivité, aujourd'hui, voilà, et pour demain surtout, il est pris en charge par les trois parties, c'est-à-dire il faut un engagement fort des clients et des donneurs d'ordre au titre de la politique RSE, parce qu'ils vont payer un surprix par rapport au prix mondial. Il faut qu'au niveau industriel, les entreprises qui fabriquent ces activités-là réfléchissent à comment s'organiser pour gagner en productivité. Donc, la notion de consortium, voilà, peut être intéressante dans l'organisation du travail. Et puis, forcément, une part étatique qui existe, ou plus ou moins selon les cas. Et le dernier slide, parce qu'on me demande de faire rapide, le dernier slide suivant, s'il vous plaît, c'est d'illustrer effectivement comment, si on regarde l'équation économique de façon globale, c'est comment l'insertion peut devenir un facteur de compétitivité. Et en fait, il y a deux inclusions, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle l'inclusion IN, donc la faculté pour une entreprise d'intégrer de façon régulière des personnes en situation de non-emploi. Donc, on doit la valoriser parce que ça fait partie des ressources générées par nos activités. Et donc, vous voyez, pour le cas AMIPI, on a fait appel à un cabinet d'audit en fonction du nombre de recrutements qu'on fait régulièrement chaque année. Et bien, pour AMIPI, ça représente effectivement des ressources non dépenses publiques de l'ordre de 11 millions d'euros. Et puis, la deuxième insertion, celle qui est aussi est également importante à identifier et à valoriser, et qui est vraiment un facteur de compétitivité, c'est l'insertion out. Donc, la faculté pour une entreprise comme les nôtres d'insérer régulièrement des personnes en entreprise classique. Et là encore, donc sur la base, vous voyez, de l'AMIPI, sur 20 insertions par an, ça représente une somme de l'ordre de 12 millions de dépenses publiques. En fait, c'est basé, bien entendu, sur la valorisation du coût du non-travail par rapport au coût du travail. On sait différentes études ont montré qu'une personne en situation de non-travail coûte relativement cher, elle coûte beaucoup moins cher en entreprise adaptée et pratiquement rien lorsqu'elle travaille en entreprise classique. Voilà. Donc, l'idée, bien entendu, c'est d'activer ces dépenses passives pour les flécher vers l'emploi et que ça rentre dans l'équation économique globale de ces activités du secteur industriel, manufacturier comme le câblage. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Sandeki. Désolé de vous avoir pressé là pour conclure. Mais en tout cas, j'espère que les 400 personnes qui sont branchées apprécieront ce témoignage. J'aime bien le terme activer pour un financier parce que le jour où on pourra vraiment activer tous ces avantages à l'actif du patrimoine des entreprises, ça sera vraiment un grand pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce moment. Merci beaucoup. Monsieur le haut-commissaire, désolé pour ce retard, nous vous remercions d'avoir accepté donc de venir témoigner dans ce webinaire qui a pour thème en fait la transformation des entreprises sociales inclusives, les différents modèles avec on a abordé le sujet des consortiums, on a abordé effectivement un certain nombre de témoignages que vous connaissez par ailleurs pour pouvoir inspirer les participants. Et donc, je vous laisse la parole concernant donc la thématique des achats inclusifs comme levier d'action de cette politique publique ambitieuse. Voilà, à vous, monsieur le haut-commissaire. Alors, excusez-moi, je vous invite à activer votre micro. Je crois qu'on ne vous entend pas. En fait. Ça va aller mieux là. Voilà, merci. C'est bon? C'est bon. Et bonjour. Bonjour Monsieur Bazillon et bonjour à tous. Merci évidemment ravi d'être parmi vous à l'occasion de cette rencontre. Et je remercie évidemment KPMG, l'UNEA, la Fédération des entreprises d'insertion et puis France Active d'avoir organisé cet événement dans un moment, et je pense que les différents intervenants qui sont venus l'ont un petit peu illustré, dans un moment qui est charnière pour l'inclusion et puis pour le développement des entreprises
sociale inclusive. Charnière parce que depuis 2018, ensemble, nous avons bâti en fait des trajectoires de développement, de changement d'échelle en fait de l'insertion par activité économique avec le pacte d'ambition du cap vers l'entreprise inclusive, et peut-être encore plus essentiel aujourd'hui au moment où nous traversons cette crise, puisque l'inclusion est évidemment un des enjeux, une des priorités absolues du gouvernement pour permettre à chacun de pouvoir rebondir dans cette situation. Et donc, le rôle des entreprises sociales inclusives est absolument clé. Pour pouvoir accompagner du coup ce changement d'échelle avant de venir aux achats inclusifs, et vous l'avez, je pense, redit, il faut créer des conditions de soutien et de changement d'échelle de vos activités. Ça a d'abord commencé et ça doit passer par évidemment le fait de donner au secteur une visibilité budgétaire, et donc c'est pour cela que nous avons mis en place un soutien sans précédent pour accompagner la croissance et le développement de vos entreprises sociales inclusives, pour créer des emplois bien sûr, mais aussi à travers le FATEA et le FDI, le plan de relance, nous avons mis ces 300 millions d'euros pour pouvoir vous soutenir dans la crise et surtout vous accompagner dans vos plans de développement et de transformation. Et vous avez été très nombreux. Il y a énormément de projets qui sont soutenus et qui vont être soutenus dans ce cadre-là. Il faut des moyens, il faut aussi se structurer en filière. Et d'ailleurs, l'exemple des consortiums que vous avez donné, cette capacité à finalement donner de la force en travaillant les uns avec les autres sur tous les territoires ou par filière, par spécificité, va vous permettre et donc va nous permettre de pouvoir développer des emplois par centaines, par milliers, et puis faire des entreprises sociales inclusives un fer de lance justement de la relance, de projets industriels, de projets de services et de projets dans la transition écologique. Le faire avec développer ces coopérations, cet esprit que vous portez est absolument essentiel pour continuer de diffuser partout sur le territoire cette capacité à créer de l'emploi, mais en même temps en mutualisant les forces pour avoir beaucoup plus de puissance de frappe, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ce travail sur les filières est clé. Ensuite, il nous semble qu'il y a aussi un enjeu, et c'est ce à quoi nous travaillons avec le ministère du Travail et puis le ministère de l'Insertion, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, d'ailleurs, France Active en est une illustration, accompagner les structures dans leur plan de déploiement, et puis aussi accompagner les dirigeants, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs inclusifs par de la formation, par du soutien. Et donc, c'est ce à quoi nous travaillons. Et puis, enfin, et c'est la stratégie des achats locaux et inclusifs que m'a demandé de mettre en place le Premier ministre, c'est avec vous de créer vraiment les conditions pour que les politiques d'achat dans le public comme dans le privé, justement, ne s'inscrivent plus seulement dans la recherche du mieux-disant financier, mais que nous passions plutôt à une logique de performance globale, de coût complet pour l'État. Pas aller chercher le moins cher, mais celui qui va créer le plus de valeur sur le territoire. Je pense que l'exemple de l'AMIPI l'exprimait et l'illustrait très bien, et je pense que c'est le propre de toutes les entreprises sociales inclusives de combiner finalement une performance opérationnelle, une performance économique évidemment, mais aussi cette capacité à créer de l'emploi et donc à générer des externalités positives, comme on dit, aussi pour le budget de l'État. Et donc, c'est une transformation, une révolution, un changement culturel qu'il faut que nous engagions pour développer ces pratiques d'achat qui soient vertueuses à la croisée entre l'économique, le social et l'écologique. Donc ça, c'est, je dirais, le chapeau, la vision, la démarche que nous portons avec le ministère de l'économie et puis le ministère du Travail. Alors,
Ensuite, les axes, évidemment, le temps nous étant compté, mais les axes sur lesquels nous travaillons et nous allons travailler avec vous, la première des choses, c'est de s'assurer que les marchés de la relance, ce plan à 100 milliards d'euros dans différents domaines, dans différents secteurs, de la transition écologique, des transitions alimentaires, de la relocalisation industrielle, que tous ces budgets, ces efforts d'investissement massifs, j'ai envie de dire inédits, soient à chaque fois que possible fléchés sur cette logique de double impact pour maximiser la création d'emplois locaux, la création d'emplois inclusifs. Donc, d'analyser un petit peu tous ces champs. Il y avait l'exemple du masque, là, je crois, avec Résilience tout à l'heure, où tant les acteurs de l'insertion que du handicap se sont organisés en consortium pour pouvoir répondre à un appel d'offres des marchés de l'État. Et tout ça, derrière, c'est des centaines et des centaines d'emplois qui sont créés. Donc, on achète des masques, mais en même temps, on crée des emplois. Et ça, on peut le faire dans tout un tas d'autres secteurs. Et donc là, on a une véritable opportunité avec les marchés de France Relance. Donc ça, c'est ce sur quoi nous allons travailler. Et au-delà de France Relance, de manière générale, que ça insuffle une dynamique sur tous les grands projets. Travailler aussi avec les Jeux Olympiques, évidemment, pour faire en sorte que ce soit qu'on fasse émerger des filières et des réflexes d'achat dans ce domaine. La deuxième chose, c'est qu'on a un enjeu du coup de sensibilisation et de formation des acheteurs. Donc, on va travailler beaucoup à renforcer en fait et à la fois l'outillage et à la fois la formation des acheteurs publics, mais aussi des acheteurs privés. Et c'est aussi dans ce cadre que nous avons démarré il y a peu de temps une nouvelle étape en fait de la plateforme de l'inclusion avec la création du marché de l'inclusion, marché.inclusion.gouv.fr, qui va être cet écosystème de services que nous sommes en train de bâtir ensemble avec vous pour faire en sorte de faciliter autant que possible les connexions entre les entreprises sociales inclusives et tous les acheteurs publics et privés du territoire. Faciliter le matching, faciliter la sensibilisation, la formation, faciliter aussi la mesure d'impact pour que nous puissions mesurer les progrès et valoriser aussi les progrès des collectivités, des services de l'État et puis des entreprises dans les coopérations avec les entreprises sociales inclusives de l'insertion par l'activité économique, du handicap et évidemment les travailleurs indépendants que nous soutenons aussi très fortement dans ce domaine. Formation des acheteurs, nous travaillons aussi et nous avons un vrai chantier en fait à venir en soutien de tous ces acteurs qui facilitent le développement des achats inclusifs. Je pense évidemment à tous les réseaux de facilitateurs qui sont un peu plus de 400 un petit peu partout en France, mais aussi à tout un tas d'initiatives portées par des acteurs comme Andeco, le réseau GESAT, l'Avise, qui finalement accompagnent la montée en compétences et la connexion entre les offres de services et puis le monde des achats. Donc, travailler aussi sur ce chantier-là. Et puis peut-être un dernier point, vraiment sur cette question de relocalisation et de voir comment nous pouvons accompagner et créer les conditions pour que vous soyez toujours plus compétitifs et qu'on facilite la compétitivité des offres locales, des PME, des entreprises associées aux acteurs de l'insertion et puis du handicap, ce qui peut poser la question des incitations de type ETH pour faire en sorte que dans l'industrie automobile, dans le numérique, dans les filières que j'ai pu évoquer, il y ait toujours un intérêt plus fort, une incitation plus forte à se tourner vers les prestations qui créent de l'emploi et qui créent de l'emploi inclusif dans les territoires par rapport à des offres qui seraient beaucoup moins intéressantes de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est tous les chantiers qui sont ouverts. Un certain nombre sont déjà en voie de concrétisation.
évidemment, avec la mise en place des consortiums sur ces filières-là, mais il y a aussi tout un tas de champs encore à ouvrir. Et sur 2021, le gouvernement, avec mon haut commissariat, mais avec l'appui des services de l'État, de la direction générale de l'entreprise, de la direction des achats de l'État, de tous les services de Bercy d'un côté et de toute l'administration, en tout cas du ministère du Travail, nous serons à vos côtés pour faire avancer ces chantiers-là le plus fort possible. L'objectif étant que, in fine, l'écosystème des entreprises sociales inclusives soit plus forte, sache toujours mieux conjuguer performance opérationnelle et performance sociale et qu'elle devienne un vrai partenaire de la relance inclusive que nous avons lancée avec France Relance et puis ces 100 milliards d'euros d'investissement. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, on a du pain sur la planche, mais il y a déjà les fondamentaux, les fondations, je pense, qui ont été posées ici et je suis aussi très reconnaissant des acteurs comme l'UNEA avec l'appui de KPMG, de France Active, mais des réseaux de manière générale de l'insertion par activité économique et puis du handicap, de cette mise dans cette posture, j'ai envie de te dire, de conquête pour bâtir ensemble cette société plus inclusive. Voilà, merci à tous et puis à bientôt sur le terrain pour concrétiser tout cela en emploi et en beaux projets qui font sens pour notre pays. Ben, merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire, d'avoir accepté de témoigner et puis surtout de votre soutien à toutes ces entreprises sociales inclusives et puis aussi de nous avoir mis un peu en perspective en termes de politique publique les prochaines opportunités pour les acteurs finalement du terrain. Merci beaucoup en tout cas. Donc nous sommes arrivés au terme rien du tout, Monsieur le Commissaire. Nous sommes arrivés au terme de 7h30 et avec un petit retard certes et merci à tous ceux et de votre compréhension qui maintenant sont arrivés au terme avec nous. Donc, nous allons conclure. Déjà, remerciements aux intervenants, remerciements bien évidemment aux personnes qui ont construit ce séminaire, elles ont été citées. Et merci à l'UNEA, la Fédération des entreprises d'insertion, et à France Active de nous avoir accompagnés. On rediffusera ce replay pour ceux qui n'ont pu y assister, donc ils seront disponibles. Donc, il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Les questions seront traitées, on vous les apportera les réponses comme convenu. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter, au nom de KPMG, une bonne journée. Voilà, à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir.